ma réponse la plus évidente, c'est de parler de mon expérience de l'exposition Elle au Centre Pompidou, qui a été une longue gestation, pas seulement pour moi en tant qu'artiste, euh, en étant confrontée cette proposition curatoriale, pas seulement confrontée, mais invitée en plus à occuper le mur d'entrée avec une pièce, donc à ouvrir cette exposition. Mais c'est intéressant de rappeler que ça a été une très longue maturation pour la commissaire elle-même, qui m'avait parlé de ce projet des années auparavant. Je sais qu'elle en avait parlé au directeur de l'époque et ça a mis de longues années à aboutir. Et c'est vrai que même si moi, comment je peux dire ça, c'est un peu idiot de dire ça, mais historiquement, j'étais confrontée à cette question depuis que j'étais toute petite. Je ne peux pas dire autrement que c'est par là que j'ai été confrontée. Quand il s'est agi d'incarner cette question du genre dans un processus curatorial, dans une exposition, c'était questionnant, évidemment. Ce que je peux dire, c'est que il me semble que toutes les artistes qui ont été invités à exposer à, dans Elle se sont d'abord demandé est-ce qu'il faut vraiment faire ça. Je ne crois pas qu'il y ait une adhésion absolument enthousiaste et sans arrière-pensée. La question a été pesée, posée et pesée. Et ça a été, en tout cas pour moi et il me semble, chacune des artistes euh, avec qui j'en ai parlé, un cheminement. Mais avec le recul, comme toute proposition radicale, il y a une élaboration à en faire. Et je dois dire que j'ai été très intéressée des années après de voir que pour une fois, enfin pour une fois, le musée fait souvent acte comme ça d'indicateur, mais il peut faire aussi la plupart du temps un travail de collection au sens d'aller collecter, d'aller voir et d'aller répondre et d'aller répercuter des choses, des indices qui ont été produits ou qui ont été émis ailleurs. Là, ce qui était intéressant, c'est que le musée a fait un acte complètement d'avant-garde, en fait, au niveau artistique, social et politique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir que des années après, dans des petites galeries, avec des programmations très pointues, tout d'un coup, on voyait des expositions qui réunissaient uniquement des femmes. Donc, et pour parler de cette question de l'assignation, oui, moi j'ai été confrontée à cette question, j'ai été confrontée à la peinture et à la représentation depuis mon enfance, toute petite puisque j'ai peint et que c'était mon langage, ma vie, ma façon de mon rapport au monde, mais j'ai été très vite, quand j'ai su lire, confrontée au cartel dans les musées et à la question de la capacité à se projeter en tant qu'individu dans une activité qui serait mon travail, et qu'effectivement, en sachant lire à 6-7 ans, je ne trouvais pas de femmes sur les cartels dans les musées. Donc, grande question. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que aujourd'hui, pour des artistes qui ont 20 ou 30 ans, la question peut ne plus se poser parce que les choses évoluent, même si elles ne sont pas complètement... elles sont même encore très aiguës, mais à l'époque, moi quand je suis sortie des Arts Déco, il y avait encore très 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 peu de modèles féminins et la, la plupart des individus, quel que soit le travail qu'on choisit, ce qu'on a envie d'effectuer comme rôle dans la société, on s'intéresse aux des modèles d'identification. Voilà. Donc, elle a été une exposition très importante
et même si elle nous a demandé un gros travail de réflexion et d'incorporation et d'accepter d'incarner effectivement cette, cette proposition curatoriale, ça a été formidable. Ça a été vraiment formidable. Et ce qui a été formidable, c'est aussi, moi, dans la position que j'avais à l'entrée des collections, c'est de voir le travail s'effectuer. Je me rappelle en particulier d'une émission de radio où on avait fait un radio-crochet, les gens débarquaient de l'escalator et ils arrivaient devant le mur, où j'avais fait ce travail sur les noms d'artistes, qui était pour moi un travail de peinture, c'est-à-dire comment on représente, et là pour moi il s'agissait de représenter une absence, c'est-à-dire par le travail du nom, qui est aussi l'inscription, un individu quand il naît, il a une forme physique, et puis il reçoit un nom qu'il va porter, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était de voir la stupéfaction des visages. Enfin, d'abord l'humour, et puis tout d'un coup, comme les smileys, c'est-à-dire qu'il y avait un truc comme ça, puis tout d'un coup, qui se renversait complètement dans l'autre sens. Parce qu'il y avait, juste par cette population, il y avait une espèce de prise de conscience que oui, jusqu'au XXe siècle en tout cas, c'était comme ça. Et cette espèce de dialectique par la négative qui fonctionne toujours très bien, hein, inverser les choses pour arriver à prendre conscience d'une réalité qu'on ignore, elle était pas du tout encore évidente pour beaucoup de gens. Alors, je suis ennuyée parce que je cherche une phrase de Dominique Fourcade, absolument magnifique, dans un livre où il énumérait, il disait c'est pas parce qu'on est mort sans papier, et il énumérait un certain nombre de, 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 de qualités en disant qu'on n'est pas pour autant pédé. Enfin, effectivement, c'était une phrase très poétique pour moi et très importante sur la question de par quoi on est identifié dans une société. Alors moi, je ne travaille pas sur ces questions-là précisément dans mon travail. Par contre, je suis très attentive aux notions d'étiquette et l'intersectionnalité. On peut la voir comme ça, c'est-à-dire dans quoi on range les gens. Et on peut considérer tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'on considérait qu'ils sont minoritaires sous une étiquette et pas sous une autre, alors que finalement on peut effectivement subir une oppression sur différentes facettes d'une identité. Donc je ne travaille pas sur cette question-là, par contre je travaille dans ma pratique artistique sur un espèce de décloisonnement effectivement de la pratique en passant en faisant fi de toutes les catégories, abstraction, figuration, dessin, et d'une certaine façon, c'est ma façon à moi de travailler sur une intersectionnalité picturale, artistique. Voilà. Et c'est très important pour moi parce que c'est une forme d'affranchissement en tant qu'artiste. Donc, comme c'est mon identité sociale, voilà, c'est ma façon de pratiquer ce terme. J'ai une amie artiste qui enseigne, qui me disait récemment qu'elle avait réalisé que au bout d'un certain temps dans une école d'art, quand elle avait comparé son salaire avec celui d'un artiste, ils avaient absolument le même rôle, les mêmes tâches, le même nombre d'heures. Son salaire était elle avait un salaire un tiers moins élevé, quoi. Donc il y a beaucoup de travail pour ça. Ça me paraît absolument inacceptable aujourd'hui qu'à fonction égale, les femmes ne soient pas payées de la même façon que les hommes. Ensuite, je pense que c'est en traitant ça dans la société en général qu'on va arriver à ce que dans les écoles d'art, c'est 60 et quelques élèves femmes,
ben, peut-être une façon un rapport au monde du travail qui feront qu'elles s'inscriront en tant qu'artistes différemment et qu'on va arriver à réduire ces inégalités. Mais c'est long. C'est long, puis en ce moment, malheureusement, avec ce qui se passe aux États-Unis, il faut être encore plus vigilant parce qu'il ne faut surtout pas qu'on revienne en arrière alors qu'on a déjà un tout petit peu d'acquis. Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc je ne minimise pas ce problème dans le milieu-là. En ce moment, je suis absolument sidérée de la gravité que ça a au niveau national. Parce que j'ai été amenée à regarder précisément des chiffres. Voilà. Après, je pense qu'on continue. Évidemment, la grande difficulté, c'est que pendant tellement longtemps, ce sont des hommes qui ont été ceux qui préconisaient, et c'est ce que disait Tania tout à l'heure. Très souvent, on se sent comment on peut dire, je crois que c'est presque, ça pourrait être psychanalytique. Il y a une façon d'être plus, d'avoir le sentiment qu'on serait mieux considéré si c'est... En fait, les hommes avaient tendance à proposer des artistes hommes parce qu'ils travaillaient, qu'ils se voyaient, etc. Et c'est vrai qu'il y a encore, je pense, des dynamiques inconscientes où sélectionner un artiste homme est plus valorisant que proposer une femme, voilà, une artiste femme. C'est en train d'évoluer, mais je pense que ça n'évoluera vraiment que si le travail est fait à l'échelle de la société entière. Et ça, c'est aigu, bien sûr, parce que je pense qu'on va forcément avoir les ondes de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Ensuite, oui, je trouve il devrait y avoir dans les prix, les sélections, les endroits où on sélectionne par exemple 4 artistes. On devrait faire l'effort de ne pas avoir 4 hommes ou 4. C'est important, bien sûr. C'est surtout important à l'heure actuelle où il y a énormément d'excellentes artistes femmes. Voilà, donc il n'y a vraiment plus aucune raison de se retrouver face à des sélections qui soient monolithiques sur le plan du genre. C'est dommage en plus parce que chacun a sa façon de travailler. On travaille forcément avec ce qu'on est, même si on ne travaille pas. J'étais un tout petit peu choquée par l'expression si on ne travaille pas avec ses orifices. Tania, c'est ça tout à l'heure. C'est pas sûr, oui, sûr, c'est voilà. Je crois qu'on travaille avec ce qu'on est, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, et on a tout à gagner à ouvrir cet éventail le plus possible. Donc évidemment, à faire des sélections où il y ait des artistes hommes, femmes, des artistes trans, enfin, tout ce qu'on... Voilà, je veux dire, la bonne santé de l'art passe par là. Ah, ça alors, c'est drôle parce que j'en parlais à une amie en venant, je rêverais que ça soit plus une question. Voilà, je rêverais que ça soit plus une question. Je déteste les étiquettes. Je trouve que les étiquettes sont des choses dont on nous affuble, on nous empêche d'être des choses par essence. Moi, j'aimerais qu'on pose pas la question êtes-vous féministe, pas plus qu'on pose la question êtes-vous noir ou êtes-vous blanc On est forcément féministe. On peut pas, de même qu'un homme est forcément. Pour moi, un homme, il est forcément féministe aussi. C'est pas. Donc, bien sûr que je le suis, mais je rêve de pas qu'on pose plus la question. J'aimerais que ça fasse partie, on est féministe comme on respire parce que on vit mieux quand on considère que le féminin est aussi important que le masculin et que le féminin, il n'y a pas de féminin sans masculin et pas de masculin sans féminin. Donc ça devrait être un acquis. J'ai été très intéressée par, je ne sais pas si vous avez un livre d'elle ici, une psychanalyste qui s'appelait Mélanie Klein, qui a travaillé sur la bisexualité psychique, et je crois que c'est vraiment important de considérer que voilà, on a deux hémisphères, le féminin et le masculin travaillent ensemble, et
Et bon, tout ça, c'est aussi historiquement l'héritage de ces grandes figures comme Freud qui a apporté énormément. Mais on a oublié que il y avait effectivement Mélanie Klein, ça équilibre la résonance de Freud en ouvrant sur cette question du fait qu'il n'y a pas que le continent noir, qu'il n'y a pas que l'Oedipe, et qu'il y a des équivalences du point de vue si on regarde les choses du point de vue de la créativité féminine, de comment effectivement de ce qu'une femme peut transmettre en tant que mère, et pas seulement la considération de la petite fille par rapport au père. Et ça, c'est très important aussi, mais c'est des héritages intellectuels très, très lourds qu'il faut éclairer différemment, et surtout qu'il faut nourrir. Mélanie Klein, elle est peu connue, alors que c'est quelqu'un de très... Enfin, elle est connue dans certains milieux, mais c'est au regard de ce que la psychanalyse, comment elle a été apportée et incarnée par des hommes, c'est une figure très importante. Voilà, donc c'est aussi des, des éclairages qui permettent de mettre en lumière le fait que il y a l'être est composé de deux, voilà, du féminin et du masculin, et qui travaillent ensemble, et puis que ils sont c'est pas seulement le terme d'égalité, c'est vraiment la question par essence, euh, euh, les individus travaillent ensemble à un même niveau. Voilà, donc bon, pour revenir à ce que je disais au départ, il faut que la société bouge pour que ce qui se passe dans les fracs et les pourcentages bougent aussi.